Alors, son titre, Le désir de comprendre. Merci. Le désir de comprendre, c'est le titre d'un des chapitres du livre que Pierre Pachet a consacré à son voyage en Roumanie, publié en 1997, Conversation à Iași. Il me semble qu'on pourrait placer l'ensemble de son œuvre sous le signe de cet énoncé qui désigne, me semble-t-il, à la fois une origine et une direction de la pensée. Je voudrais suivre dans cet ouvrage un exemple à partir duquel il est possible de montrer comment les objets de réflexion choisis par Pachet et le mouvement de son écriture construisent une certaine image de ce désir de comprendre et donc une certaine image de la pensée, de son exercice et de son éthique. Au préalable, il faudra sans doute distinguer le désir de comprendre de la volonté de savoir. Chez Foucault, ce concept désigne un dispositif qui rapporte un ensemble de discours à des enjeux de pouvoir. Dans cette perspective généalogique, l'individu et sa pensée masquent un désir de domination et sont pris dans un système de contraintes qui ruine toute prétention à la singularité et à la liberté. Pachet se tient à distance de cette conception. D'abord parce qu'il croit à la liberté du sujet, non pas, comme chez Sartre, comme une donnée constitutive de la conscience, mais comme intervention, moment singulier d'un désir d'expression. Et parce que pour lui, la pensée, je cite son ouvrage « Un à un », publié en 1993, donc pour lui, la pensée est, je cite, « ce qui ne peut se produire que dans un individu ». Dans la préface de cet ouvrage, Pachet annonce clairement que son attention se détournera des grands débats idéologiques et théoriques pour s'attacher, je cite, « aux façons de faire et façons d'être qui nous sont les plus familières et où cependant nous nous engageons avec force ». Fin de citation. Le désir de comprendre, chez lui, est indissociable de son lieu de naissance, l'individu, et de ce goût du réel qui lui semble en partie manquer à la culture française qui aime les grandes idées et les abstractions. Ce désir naît des multiples contacts que la vie nous offre avec les choses, les personnes, les événements et les œuvres. Contrairement à la volonté de savoir qui impose à la réalité des significations élaborées à partir de motivations obscures ou suspectes, politiques, étatiques ou inconscientes, ce désir se laisse porter par le contact avec le réel. Il veut se lier à lui dans la plus grande clarté possible. Il l'accueille, il lui fait confiance, il guette les moments où ce contact délivrera le début d'une pensée, la naissance d'une idée. Le désir de comprendre répond à l'expérience sensible que nous faisons du monde dans l'infinité variété des nuances que cette expérience nous offre. Il repose sur une certaine qualité de l'attention, du regard ou de l'écoute. Il prélève dans le flux continu du visible, par exemple, des réalités singulières qui s'imposent au regard et semblent, en tant que telles, porter la demande d'un sens. Ces événements de la perception interrompent la monotonie du regard pour rappeler à la conscience qu'elle est à la fois exposée, soumise au monde et en même temps responsable de lui. Car la réalité du monde n'est pas une simple donnée, elle demande à être construite. Ce qui ne signifie pas que le sens du monde dépende de notre caprice, mais que, comme Pachet l'écrit dans Un à un, je cite, « le monde demande que nous reconnaissions sa réalité pour l'avoir éprouvée, que nous nous inclinions devant elle. »
Le désir de comprendre est peut-être la forme la plus élevée de cette responsabilité, l'expression la plus élaborée et la plus juste du dialogue de l'âme avec le monde et avec elle-même. Désir d'un contact vrai avec la réalité qui ne lui impose jamais une image, une forme, une signification a priori. Nombre d'événements de la perception restent cependant à l'écart du sens, se présentent comme de purs blocs de visibles offerts à la contemplation ou à l'avidité du regard. C'est le cas, par exemple, de cette carriole sur une route de Roumanie. Je cite. Le long de la route, une carriole à pneus, tirée par un cheval, avance gaiement. Derrière le conducteur, coiffé d'une haute chapka de fourrure grise, conique, sur la plateforme de bois, un gros cochon blanc allongé sur le flanc, vivant, les pattes attachées, tressaute au rythme de la carriole. Le spectacle est captivant. Pendant quelques secondes, nous le regardons avidement. Fin de citation. Saisi, le regard s'arrête sur ce qu'il voit, mais il s'arrête précisément comme s'il avait trouvé là de quoi se satisfaire entièrement. Pur plaisir de la perception. Le monde a fait surgir ce tableau vivant, provisoire, et le regard de Pachet, avec cette simple description, a répondu présent à l'appel de la réalité. Le paysan roumain, sa carriole et son cochon. Les phrases de Pachet les ont affectueusement recueillies pour les arracher au néant et nous en faire don. Un don modeste mais sûr, à la mesure exacte de l'événement qu'il a suscité. Ici, nul désir de comprendre, voir et faire voir suffisent à donner au réel l'éclat d'une unique apparition. Le désir de comprendre naît de la rencontre entre un événement et une conscience prête à être happée, déroutée ou simplement intéressée par ce qu'elle voit ou entend. Mais ce désir ne se laisse pas arrêter par l'intensité de la perception. Au contraire, il va la mettre à distance, l'examiner, en éprouver la force d'interpellation, interroger les effets qu'elle ne cesse de produire sur les pensées qu'elle fait naître. La rencontre avec l'événement délivre une capacité de l'individu. Il ne suffit pas, comme l'écrit Pachet à propos de l'écrivain anglo-indien Naipaul, d'être, je cite, « en quête de choses intéressantes à voir », encore faut-il être capable de les voir. Mais cette capacité n'est pas une qualité ou une vertu de la conscience dont elle pourrait user à sa guise. Elle n'est pas l'attribut d'un individu substantiel, d'un moi assuré de son identité. Elle doit toujours s'arracher à ce que Pachet appelle dans Un à un la paresse. Je cite, « paresse de la perception et paresse de la pensée », qui se réjouit de retrouver au dehors ce qu'au fond elle souhaite y trouver. Fin de citation. Elle révèle dans son exercice même l'individu comme trajet d'une conscience qui peut dire « ainsi, j'étais donc capable de cela ». Conversation à Iași est un récit de voyage, celui que Pierre Pachet et son épouse ont entrepris en 1996 en Roumanie, plus précisément dans la ville de Iași, où eut lieu en juin 1941 un terrible pogrom. Son désir de comprendre se tourne vers ce qui lui est le plus difficile et le plus douloureux, l'antisémitisme, la xénophobie, le nationalisme roumain. Le livre prend la forme d'une enquête à partir de conversations, de lectures, de visites et d'observations. Mais dans cet ouvrage riche en aperçus et en réflexions, je voudrais m'intéresser au deuxième chapitre, qui s'attarde sur un aspect de la réalité qu'un regard moins attentif aurait sans doute simplement enregistré. Ce chapitre a pour titre « Chiens abandonnés »,
et je crois que Florence a évoqué les chiens tout à l'heure. Donc je vais y revenir. Ces chiens n'ont, semble-t-il, qu'un rapport lointain avec la gravité et l'importance des événements dont Pachet suit les traces dans la Roumanie de 1996. Mais parce qu'ils ont marqué la conscience du voyageur, parce qu'ils l'ont surpris et irrité, parce qu'ils ont suscité en lui des pensées imprévues, ils permettent de montrer à l'œuvre le désir de comprendre. Je cite : « Dans la journée, des chiens dorment, effondrés sur l'herbe ou dans la poussière. À une certaine heure de la nuit, les choses changent. Un chien, il est 1h du matin, se met à aboyer furieusement et m'éveille durablement. » Fin de citation. Le chapitre s'ouvre sur ce réveil brutal, provoqué par un premier aboiement, qui en déclenche rapidement un second. S'installe ainsi au milieu de la nuit un dialogue exaspérant entre deux chiens. Parce qu'il ne peut retrouver le sommeil, parce qu'il ne dispose pas de la carabine avec laquelle il voudrait, je cite, viser le chien fauteur de vacarme et le tuer, Pachet se lance dans un effort patient et tendu pour comprendre le sens de ses aboiements. Il ne se contente pas de supporter tant bien que mal qu'il, je cite, lacère l'espace de sa pensée et de son repos. Il veut faire de cette lacération la chance d'une pensée nouvelle qui s'accorderait avec elle sans en adoucir la violence. Celle-ci nous rappelle que le désir de comprendre naît aussi à partir du corps, d'un corps souffrant ou heureux. En écoutant mieux, écrit-il, j'entends ce dialogue exaspérant, je perçois son rythme et presque sa signification. Fin de citation. Il comprend alors qu'il s'agit d'un vrai dialogue, que le premier chien, je cite, a lancé dans la nuit son halo déchiqueté, éperdu. Fin de citation. Content que le deuxième lui réponde par un aboiement faible, mais nettement différencié. Pachet n'est pas, je crois, par principe hostile aux chiens. Comme Gilles Deleuze, qui, dans son abécédaire, leur reprochait d'aboyer et faisait de l'aboiement, je cite, « la honte du règne animal ». Malgré son exaspération, il réussit à éprouver une forme de sympathie, de compassion pour ces animaux. Ces chiens, écrit-il, se reconnaissent comme frères, comme amis, comme congénères. Ils s'appellent. Ils se font mutuellement comprendre que la ville est à eux aussi bien qu'aux hommes. Fin de citation. En aboyant, en réveillant les hommes au milieu de la nuit, les chiens rappellent aux hommes que la ville et le monde leur appartiennent également, qu'ils l'ont en partage. Le désir de comprendre va se prolonger le lendemain par les conversations avec les habitants de Iași, conversations qui inscrivent le destin de ces animaux dans l'histoire des politiques municipales et de l'incurie née du changement de régime. Je cite : « Ce sont des chiens errants, m'ont dit plusieurs personnes. Ils se reproduisent librement et se nourrissent aux ordures. L'ancien régime leur faisait la chasse. Une voiture de la fourrière faisait des rondes pour les rafler et les piquer. Tandis qu'aujourd'hui, même cela ne fonctionne plus. Alors, ils jouissent de cette misérable liberté nouvelle. » Fin de citation. Ce désir de comprendre se poursuit également par les souvenirs de lecture. Celle de Malaparte, par exemple, qui, selon son biographe, aimait passer des heures à aboyer avec les chiens. Le réveil, l'exaspération, la pensée, et finalement une réflexion presque mélancolique à la vue des chiens le matin affalés sur l'herbe. Du corps réveillé brutalement aux conversations et aux souvenirs de lecture,
en passant par l'exaspération, le désir de comprendre décrit un parcours avec ses arrêts, ses hésitations et ses digressions. Un mouvement qui implique une certaine éthique de l'écriture et donc un certain rapport à la phrase, une attention particulière portée à la façon dont elle construit un rapport avec la réalité. Dans 1 à 1, Pachet montre comment l'écriture de Naipaul s'oppose à ceux qu'il appelle les phraseurs, ceux qui légifèrent sur une réalité supposée docile. Le désir de comprendre est toujours en attente de phrases justes et vraies, qui ne servent pas d'alibi à l'exhibition de soi ou à la langue morte de l'idéologie. En ce sens, ce désir se doit d'être fidèle aux remarques d'Henri Michaud dans Poteau d'angle, je cite, « La pensée avant d'être œuvre est trajet, n'aie pas honte de devoir passer par des lieux fâcheux, indignes, apparemment pas faits pour toi. Celui qui, pour garder sa noblesse, entre guillemets, les évitera, son savoir aura toujours l'air d'être resté à mi-distance. » Merci.